Bonjour à tous. Voilà, Tanguy, c'est à toi. Ouais, on m'a demandé un petit exercice qui n'était pas forcément évident, donc c'est de manipuler quelques chiffres et de voir, d'essayer de répondre à cette question, quel est le potentiel économique pour le marché des foils. Je vais commencer par une brève introduction pour expliquer un peu qui je suis, qui on est chez Foil & Co. Donc c'est une structure récente qu'on a créée en septembre 2016. Aujourd'hui, on est 15 personnes à bosser sur cette structure-là. On est basé vers New York, là, au Tréhoux, dans le Finistère. Donc c'est une boîte innovante, on est agréé au ministère de la Recherche. On travaille principalement dans le domaine du nautisme, sport et loisirs, avec du windfoil et des choses comme ça. Enfin, on va revenir à peu près là-dessus. Aujourd'hui, on travaille à peu près 600 kg de pré-preg par mois, à peu près 150 kg par semaine. Et un de nos gros process, c'est on fait des pièces avec la technologie, enfin, ce qu'on appelle le hot press, avec des grosses presses chauffantes. On va passer à la suivante. Donc il n'y a pas tout le monde là-dessus, mais pas mal d'expérience. Personnellement, enfin, moi je suis architecte naval à la base. J'étais plus dans le domaine du motonautisme. J'ai un peu fait de bateau à voile aussi. On a Marc aussi, là, qui est salarié de la structure, Marc Ménec aussi, qui a pas mal lui bossé au milieu de la course au large. Casque Vor, il a fait ses classes chez 1K. Et puis pas mal de gens dans le développement du marché en fait, sport loisirs, windsurf et tout ce qui va avec. Je vais assez vite parce que j'ai pas mal de slides. Donc aujourd'hui, 80% de notre business se tourne en fait sur les hydrofoils pour le marché loisirs, principalement pour le windfoil, pour le windsurf, mais pas que, parce qu'on développe des nouvelles gammes. On va dire 20% en fait, c'est de la sous-traitance de pièces extérieures, notamment sur des marchés, notamment sur les drones, ou sur d'autres pièces proto où on peut avoir besoin de fibres de carbone. Donc voilà. Foil & Co en fait vient de faire une fusion-acquisition en fait de sociétés qui travaillent déjà en fait dans le monde de la glisse, qui était le groupe Trident avec les marques de planche à voile à HD, Nasquel pour le stand-up paddle et Cilian qui est une marque un petit peu différente, qui est un produit un peu hybride. Et on a une marque vraiment qui est propre pour la commercialisation des foils de laser, qui est la marque AFS. Foil & Co reste, elle, qu'on appelle sur une B2B division, c'est-à-dire qu'on peut sortir des produits Foil & Co qui ne sont pas sous marque. Voilà. Aujourd'hui, les trois quarts, quand même, c'est notre production aujourd'hui. Donc l'idée, c'était un peu d'essayer de placer quelques catégories de support à foil, essayer de mettre des chiffres dessus. Alors, ces chiffres ne sont pas exhaustifs, sont assez durs à obtenir, surtout dans le monde de la course au large, pour avoir des chiffres et des estimations, c'est pas évident, et de voir un peu vers où on peut aller et vers où on peut avoir des horizons de business, et de voir un peu comment ça se développe, parce que ce ne sont pas des nouvelles technologies, ça fait quand même pas mal de temps que le foil existe, mais on se rend compte que... Pardon. Et donc en fait, ce sont pas forcément des nouvelles technologies, mais ça fait depuis quelques années que ça arrive, en tout cas sur le marché, que ça peut intéresser pas mal de sociétés, notamment présentes sur le sol breton. Donc il y a trois catégories. Donc c'est la catégorie A, je parlerai en fait de tout ce qui est foil de loisirs, donc windfoil, kitefoil, surf subfoil. B, c'est les bateaux un peu plus petits, bon, dinghy à foil, mais ça va comprendre aussi les catamarans. Et catégorie C, donc les plus gros voiliers, à partir de bateaux de la taille des superfoilers, des easy to fly et tous ces bateaux. Marché du foil de loisir, donc le windfoil, donc ça c'est un de nos coureurs dessus. On estime qu'il y a 6 millions de windsurfers dans le monde. Voilà, donc ça c'est une base importante pour savoir en fait à qui on va pouvoir s'adresser. Est-ce qu'on est capable de s'adresser à des gens qui pratiquent déjà, ou est-ce qu'on va pouvoir trouver des... J'ai l'impression qu'il y a de l'écho. On estime sur le marché mondial en 2017 qu'il y a eu à peu près 11 000 foils de fabriqués. Le plus gros étant le groupe Nailpride, qui a fabriqué à peu près entre 4 et 5 000 foils en aluminium et 1000 foils en carbone. Voilà. Chiffre d'affaires estimé pour 2017 est à peu près de 10,4 millions d'euros.
Très forte croissance de ce marché, avec une prévision 2018 autour de 25 millions et 2019 de 55 millions d'euros. Donc là, on est vraiment dans une gaussienne. Faut savoir qu'en France, on a quand même pas mal d'acteurs qui sont présents sur ce marché-là. C'est un des plus gros marchés mondiaux aujourd'hui, le marché français. Et on a la chance d'avoir des fabricants, des concepteurs, notamment pas mal en Bretagne, avec des gens comme Lockheed du côté de Saint-Malo, comme Carfoil aussi, un petit peu plus dans le Sud-Finistère. Nous, après, on va trouver des gens comme Ketos, un peu plus dans le sud, Alpine Foil aussi. Après, les 3/4 des autres acteurs, en fait, ce sont des gens qui vont sous-traiter, soit pour la plupart en Asie quand même, et sinon un petit peu en Europe. Mais bon, la plupart du temps, ça se passe en Asie. C'est quoi l'intérêt en fait du Winfoil? Il ne faut pas le regarder en tant que planche à voile. C'est l'accessibilité au foil, et après aussi la possibilité d'aller naviguer avec un peu moins de vent. Donc c'est pour ça le programme Lightwind. Le petit souci qu'on va rencontrer sur ce marché, c'est le prix d'un nouvel équipement qui est quand même relativement onéreux par rapport à ce sport-là. Forcément, si on prend un ensemble planche plus foil plus voile, ça paraît ridicule si on compare à un catamaran, mais pour le marché lui-même du loisir, c'est quand même un investissement, et donc il faut quand même réfléchir pour essayer de trouver des équilibres avec les prix et la techno. Autre inconvénient, ça s'appelle le tir en dos. Suivante aussi, qui est très important parce que c'était un des premiers avec le Moss et les classes America à sortir du lot. Je vais le laisser par terre. C'est le kitefoil. Le kitefoil fait partie de ces disciplines qui sont capables de faire un parcours complètement dry. Donc on va dire, on va trouver le kitefoil, on va trouver le Moss et aussi les AC. Je ne sais pas si aujourd'hui, je pense que peut-être en Flying Phantom, ils peuvent peut-être commencer à faire des virements sans toucher l'eau, mais bon, le kitefoil, c'est quand même une machine ultra performante, extrêmement performante, avec un marché qui est un peu spécial. On peut estimer à 2 millions de kitesurfers dans le monde. Alors ça, c'est des chiffres qui sont assez durs à trouver. On a des chiffres un peu à droite à gauche de la FIN, qui ne sont pas très représentatifs. On peut estimer qu'en 2017, il y a 4500 foils de kite qui ont été vendus, pour un chiffre d'affaires de 6,75 millions d'euros. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, ce marché est un peu en train de retomber, et notamment au profit du windfoil. C'est-à-dire qu'on commence à avoir pas mal d'acteurs qui naviguaient en kite, qui repassent au windfoil pour des raisons principales de logistique. Enfin, alors pas la logistique de transport, mais le kitefoil, en fait, ça demande en fait des plans d'eau vraiment spécifiques pour pouvoir naviguer avec une régularité du vent. Et surtout, le problème, c'est que le kite, la grosse réussite du kite, c'est son succès au kite, c'était au fait que c'était pas encombrant, qu'il n'y avait pas de tir en eau, vous allez naviguer n'importe où, et là, vous vous retrouvez avec des engins qui, aujourd'hui, les nouveaux mad kite font plus d'1,10 m. Donc, extrêmement performant, parfait pour le Lightwind. Ça reste technique. Donc, voilà. Troisième opus qui est en train de se développer, qui est en train de voir le jour. Donc, c'est le surf et le subfoil. Donc, c'est un marché dans lequel on est présent. Notamment avec HD qui était parmi les premiers, donc avec Bruno Rondré qui est un de nos développeurs, à mettre des foils en fait sur des stand-up paddle. Mais aujourd'hui on voit beaucoup de vidéos qui font le tour du monde, notamment avec un certain Keleni, qui sont assez impressionnantes en surfoil. C'est joli à regarder, mais bon, par contre c'est quand même assez technique, hein, je vous préviens. Il y a un peu de boulot dessus avant de pouvoir le développer, mais il y a énormément d'avenir. Il faut savoir que le marché du surf, c'est 25 millions de personnes dans le monde. Donc si on touche un faible pourcentage de ces 25 millions de personnes dans le monde, eh ben, ça permet d'aller créer franchement du business. Voilà. Et aujourd'hui, c'est en plein développement. Le leader mondial, c'est GoFoil. Voilà, c'est les Américains de GoFoil avec Agara. Donc on voit beaucoup de vidéos, là, c'est assez sympa. On peut estimer à peu près 1000 foils en 2017, 1,5 million d'euros, et il est fort à parier que ce marché va exploser en 2019 pour arriver à 25 millions d'euros. Pourquoi? Parce que ça permet aujourd'hui d'aller attaquer des plans d'eau où il n'y a pas de vagues. Donc on pourrait imaginer d'aller faire du surf en Baltique par exemple, ou d'ouvrir pas mal de spots en Méditerranée. Aujourd'hui, le problème du développement du business surf, c'est le nombre de pratiquants sur les spots et en fait la saturation des spots. Donc en fait avec ce type de support-là, on va aller chercher d'autres spots. Si vous voyez si vous connaissez un peu le Finistère Nord, la Bretagne Nord, ça veut dire un paradis en fait pour le surfoil, pour le subfoil. Grosse crainte de la dangerosité. C'est sûr que si au line-up vous avez 200 personnes avec des débutants qui vont s'amuser avec des subfoils, c'est compliqué. Mais en fait, c'est une fausse image parce que quand vous faites du subfoil, en fait, une vague, ça déroule où il n'y a pas d'eau déjà. Donc quand vous avez un foil dessous, vous n'allez pas dans le même spot où tous les surfeurs vont. Donc en fait, ça permet finalement d'aller chercher de la pratique ailleurs.
faut savoir qu'aujourd'hui, quand on fait des tests en subfoil, Bruno, pas moi j'en fais un petit peu, mais j'ai pas le même niveau que lui, c'est des vagues qu'il arrive à surfer sur plus de 2 minutes 50, quoi, avec vraiment des ondes, quoi. Donc c'est intéressant. On commence à le voir aussi en downwind. Il y a un champion français qui s'appelle Eric Terrien, là, qui fait des démonstrations avec ça, c'est quand même assez impressionnant. Donc micro-vagues, temps de surf qui sont énormes par rapport à une session de surf classique. Après, ça reste technique, donc on travaille en fait pour rendre moins technique, et aussi une histoire de tirant d'eau. Donc voilà, ça c'était pour le marché du foil de loisirs. Donc je vais assez vite sur tous ces trucs, c'est pour voir après la discussion éventuellement. Après on classe catégorie B, tout ce qui est dinghy, donc avec un bateau que beaucoup d'entre vous connaissent, qui sont les classes A. À peu près 10 000 pratiquants dans le monde. Alors c'est pas 10 000 foilers dans le monde, parce que les classes A, ça existe depuis longtemps, et c'est assez récent qu'on met des appendices pour voler. On peut imaginer à peu près une production autour de 250 classes A foiler en 2017, et probablement une progression relativement lente du chiffre d'affaires, parce que ça reste quand même un bateau, donc c'est un bateau solo, très performant, mais qui reste un corps bien technique, et puis le prix, et par rapport à un bateau solo, c'est assez compliqué. Ce sont des bateaux très fragiles aussi, parce que c'est très léger. Donc une mise à l'eau, il faut faire vraiment attention à un retour de l'eau. Donc un des bateaux qui a amené le foil dans le grand public, qui sont les Moss, qui sont des bateaux fantastiques. Je dirais que ça fait une dizaine d'années, peut-être Bertrand qui est ici pour nous dire, mais ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on a commencé à mettre des foils sur les Moss, peut-être un peu moins. Donc on peut imaginer une production à peu près à 200 bateaux par an. Le plus gros, en tout cas celui qui était le plus gros, c'était McConaughey, je pense qu'il reste toujours le plus gros, avec le Mach 2. Et aujourd'hui, il y a d'autres acteurs, notamment des gens comme Maguire en Angleterre, qui produisent des bateaux très performants. Alors c'est un peu comme le kitefoil, le souci de ce genre de marché-là, c'est que ça marche bien si vous avez le meilleur bateau. Il faut savoir que au mondial Mott, là, qui a eu lieu aux Bermudes, les 17 premiers bateaux, c'était des Exocet de chez Maguire, quoi. Donc forcément, tout le monde a envie de s'équiper de ces bateaux-là. Je crois que Maguire, aujourd'hui, sur le carnet de commandes, déjà, il faut pouvoir l'approcher. Vous avez un non-refundable deposit de 700 ou 800 euros, et c'est 3 ans d'attente. Voilà. Et tout le monde ne peut pas avoir son bateau. Donc on peut imaginer un marché à 4,4 millions d'euros par an, donc tous ces chiffres-là, c'est hors taxe, et une estimation pour le monde entier, et qui va probablement être stable, parce que ça s'adresse quand même à une élite, le Moss. C'est compliqué à mettre à l'eau, c'est technique, par contre c'est des engins fantastiques. Ici on en voit un petit peu naviguer avec les pros un peu à Lorient, à Brest, il y en a un ou deux qui naviguent aussi, mais bon, on n'en voit pas partout, puis ça ne s'adresse pas à tout le monde. Alors il y a des alternatives en ce moment qui se préparent. Le Wasp, donc c'était pareil, c'est McConaughey, c'était la boîte qui faisait le Mach 2, qui a fait un bateau un peu moins cher. Il faut savoir qu'un Moss c'est à peu près autour de 30-35 000 euros, et là ils essaient de sortir des bateaux à 15 000 euros, donc ça reste quand même relativement cher pour le grand public. Le Skita, là, qui est un des derniers bateaux qui est sorti, l'UFO, qui est un petit kata américain, c'est rigolo, avec un monofoil, et le Glide. L'avantage de ces bateaux-là, c'est qu'ils travaillent pour pouvoir avoir des appendices qui sont rétractables, parce que le souci du Moss, c'est un peu ça, c'est la mise à l'eau, c'est quand même assez compliqué. Mais bon, le prix reste quand même élevé pour l'acheteur lambda moyen. Mais il est fort probable que ces nouvelles catégories de foilers un peu plus accessibles se développent dans les 2 années de manière moyennement forte ou forte. Les catamarans, forcément, je mets l'image du Phantom là, parce que c'est un bateau que tout le monde, je pense, imagine, s'y connaît, peut-être à pratiquer. Donc il y a une centaine de Phantoms de produits. On aurait pu mettre aussi justement le Nacra 17, qui est un support olympique, le Nacra 20. Le Nacra 17 est peut-être un foiler moins abouti que le Phantom, mais bon, ça reste quand même une belle discipline. On estime 100 Nacra 17, une trentaine de Nacra 20 produits par an. Le Nacra 20, c'est un bateau qui est un peu plus gros, qui est un peu plus cher. Et Flying Phantom, il y a une centaine de bateaux qui ont été produits. Aujourd'hui, Flying Phantom essaye de dispatcher son offre en sortant un bateau qui est un petit peu moins cher, qui s'appelle le Flying Phantom Essential, qui navigue avec des foils en Z, donc sur 4 foils, donc qui est plus accessible, et une voie plus accessible en termes de prix, en termes de performance, en termes d'accessibilité aussi. Donc ce qui est absolument génial avec ces bateaux-là, c'est le spectacle que ça peut offrir sur des flottes ou dans des régates. Bon,
bon, après, ça reste quand même assez technique aujourd'hui. Le grand public peut pas forcément prendre plaisir en faisant un vol avec ce genre de bateau-là. UAG, j'appelle ça, j'ai mis ça, parce que c'est pour usine à gaz. Bon, il y a un peu de bout de partout. Il faut savoir régler le bateau. Si on ne sait pas régler le bateau, c'est pareil pour le mot, hein, pour être très clair. Et le prix qui reste quand même encore élevé par rapport au panier moyen de l'acheteur. Dinghy à foil. Donc après, il y a toute une autre catégorie de bateaux qui se développent avec donc pour vocation de privilégier l'accessibilité. Parce qu'en fait, le rêve de tout le monde, c'est de dire, tiens, on va faire du foil, mais on va le sortir de l'élite et le rendre un peu au grand public. Donc, il y a tous ces bateaux-là, iFly 15, S9, Whisper, des monocoques aussi qui se développent. Donc, le Compte 23, c'est pas forcément un super bon exemple parce que c'est pas franchement très très simple à utiliser. On en trouve pas mal sur le lac de Garde. Ça, c'est une centaine de bateaux par an pour un CA à peu près estimé de 2 millions d'euros. C'est beaucoup de petites boîtes, il y a plein de petits projets. On ne sait pas trop, c'est un peu compliqué à estimer les chiffres. Tous ces petites boîtes-là rêvent de conquérir en fait les écoles de voile, sauf que bon, même si entre guillemets c'est un défi de faire un foiler entre 10 et 15 000 euros, ça reste quand même des budgets conséquents pour une école de voile. Faut être très clair. Après, on va passer sur la catégorie donc voilier à foil, on va appeler ça, plus de 8 mètres. Donc là, c'est un GC32 qui est en image, donc tout le monde connaît ça. Donc ça fait 3 ans que ça existe. On peut estimer un chiffre d'affaires autour de 2,5 millions d'euros de ces bateaux-là. Nouvelle série qui sont en train de se développer. Alors, super foiler. Tout le monde a pu voir un peu des images de crash. Il y a un nouveau bateau aussi qui est développé par des boîtes locales, qui est l'Easy to Fly. On peut estimer aujourd'hui, alors ça démarre, hein, sont des boîtes qui viennent juste de lancer des bateaux. Luc est là pour nous dire, je crois qu'il y a 5 ou 6 bateaux qui ont dû être déjà vendus, quelque chose comme ça, ou qui naviguent. 10, voilà, donc ça se développe. Donc le chiffre d'affaires va monter fortement dans les années à venir. Donc pareil, avec une volonté toujours pareil, éventuellement de rendre ceci un petit peu plus accessif. Donc performance, spectacle. Donc ça c'est l'antichambre de la Coupe de l'América. Hein, c'est des équipages pros là vraiment qui sont là-dessus. Donc voilà, après je mettais alternative pour le super foiler, le wing suite, parce que le super foiler, on a l'impression que c'est un circuit qui est fait pour que les gens se prennent des crashs pas possibles. Donc le wing seat, ça c'est les combinaisons là quand on se lance des falaises. Bref, mais ça se développe et puis c'est vraiment intéressant, puis c'est beau à voir quoi, ces séries-là. Donc tout le monde connaît après ici parce qu'on est comme spécialiste mondial, enfin les Français sont spécialistes mondial de ce genre de bateau-là. Quand je mets une estimation de 3,2 millions d'euros en fait sur le budget, c'est sur le budget appendice, hein, on ne parle pas du tout des bateaux derrière. C'est comme pareil quand je parle de la planche à voile ou de tous les autres supports, c'est le budget, on parle vraiment des appendices. Pour les petits bateaux, on englobe l'entier du bateau. Et forcément, si on prenait le chiffre d'affaires effectif, enfin estimé sur des bateaux comme ça, il serait bien plus important, quoi. On peut estimer qu'une paire de foils sur un bateau comme ça va tourner autour des 400 000 euros, quelque chose comme ça. Sur celui-ci en particulier, il me semble que c'est plus cher. Donc voilà, aujourd'hui il y a 6 bateaux, si je ne me trompe pas, qui sont équipés de foils. J'ai dû compter IDEC qui a été refité avec des foils aussi très récemment. Bon, ce sont des engins magnifiques, hein, c'est une spécialité française, donc ça je le mets un peu dans les moins, c'est que quand est-ce qu'on va être capable d'exporter en fait ces technos que nos gros chantiers ici maîtrisent parfaitement, quoi. Pour pas les citer, CDK et le groupe Carboman avec Multiplace, quoi, qui font du boulot magnifique sur ces bateaux-là. Et qu'est-ce que ça apporte les foils? On a vu avec Gabar, hein, c'est peut-être pas plus rapide qu'un ultime classique dans la baston, mais dans les zones de transition, c'est quand même vachement efficace, quoi. Bon, après Gabar est un mec déjà super efficace aussi. Donc voilà, les IMOCA, donc forcément, dernier Vendée Globe, 6 bateaux équipés, 14 paires de foils, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient à la génération, qui ont fait 2 paires de foils, 2,1 millions d'euros pour les appendices. Donc c'est assez intéressant sur ces chiffres d'affaires qui peuvent paraître entre guillemets faibles par rapport aux chiffres d'affaires qu'on peut voir par exemple le marché de loisirs. C'est-à-dire qu'un Chinois, il peut pas faire enfin, je ne connais pas tous, mais de ce qu'on connaît. Aujourd'hui, il n'est pas capable de faire un foil d'ultime, quoi. C'est clair et net, c'est de la grosse techno, c'est compliqué à faire, ça se maîtrise. Quelques boîtes qui font ça très bien, par chez nous notamment, des gens comme Eol, FMC, je crois qu'il fait plus, forcément. Après, Multiplast et CDK, je sais pas s'ils font les foils, probablement que si, je sais plus.
Bateau, on a vu que c'était super performant. La seule problématique, bon après problématique de fiabilité, c'est toujours le cas quand on parle d'une nouvelle techno, forcément, vu que c'est des bateaux qui font le tour du monde. Vu que c'est leur programme, ils font pas que le tour du monde. Et la dernière fois, ils ont un peu testé en 3D, on pourrait dire ça pour le coup. Et le souci, c'était un peu le confort à bord, en fait, parce que c'est là un peu compliqué. C'est pas fait pour être confortable, hein, il faut bien qu'ils en chient un peu, les skippers, mais ça, pour moi, c'était assez compliqué. Donc voilà, ça c'était pour et la catégorie reine, qui, grâce à Larry Ellison et Oracle, ont pu démocratiser entre guillemets l'utilisation du foil. Tout cela couplé à une baisse de la fibre de carbone, notamment parce que la fibre de carbone a baissé quand même ces 10 dernières années avec l'arrivée dans l'automobile et l'utilisation massive dans l'aéro. Donc les prix en fait sont tombés, les techniques se sont développées. Mais bon, Oracle, ils ont eu le mérite en fait de mettre ça en grand public et de donner envie aux gens, voilà. Ce qui est incroyable avec ces bateaux, c'est les performances et le spectacle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont été capables de mettre une mise en scène, et même quelqu'un qui n'était pas passionné de voile est capable de se regarder une régate de la Coupe d'Amérique, pourvu qu'il soit abonné à Canal+ en France, malheureusement. Mais donc voilà. Au niveau de la coupe, on peut estimer à 30 millions d'euros par an à peu près, donc 90 millions d'euros pour 3 ans, sur le budget appendice. Voilà. Enfin, ça va du simple au double suivant les équipes. Donc ça, c'est Groupama, hein, Team France. Donc voilà, superbe bestiole. Et le dernier catégorie, donc là il n'y en a pas beaucoup. Celui-là c'est le G4, c'est un bateau qui est bien connu parce qu'il a fait le tour du monde avec son retournement. Donc c'était la marque Gunboat qui a été repris par un groupe français, la marque Gunboat. Et ces modèles-là se retrouvent aujourd'hui chez un Hollandais qui s'appelle DNA, une boîte qui a été reprise aussi, qui font du dinghy, enfin qui font des petits katas là, les F1 là, qui sont des classes A jusqu'au F4 qui fait 14 mètres aujourd'hui, qui est à peu près comme le G4 aujourd'hui. Donc ce qui était génial, c'était l'engouement qu'on a pu voir ça, parce que bon, ils vendaient ça comme un bateau de croisière. Bateau de croisière, ouais, au mouillage éventuellement, on pouvait boire un petit punch aux Bermudes dessus, mais bon, après c'était un peu en navigation, c'était assez rigolo à regarder. Et je pense que ça risque de se développer dans les années futures. Peut-être qu'on va pouvoir mettre un peu d'électronique pour stabiliser ces engins-là. Mais bon, avant que on remplace ces bateaux-là, remplace les Garcia de Grand Voyage, bon, il y a un peu de temps quand même, je pense. Mais bon, c'est quand même sympa, c'est un bon look, on espère en voir un petit peu plus. Voilà, donc un petit bilan, je sais pas comment je suis en timing, mais un petit bilan, on a fait des additions un petit peu là-dessus. Hein. Sur les foils de loisirs, on peut estimer une progression à peu près autour de 18 millions d'euros à plus de 85 millions d'euros en 2009. Donc marché important, forcément en termes de chiffres, mais marché qui est fortement partagé, notamment une grosse concurrence entre l'Europe et l'Asie. On reviendra sur une slide juste après. Les dinghies, un marché qui se stabilise mais qui va augmenter justement avec l'arrivée de nouveaux supports peut-être plus faciles, autour de 19 millions d'euros en 2017 à 24 en 2019. Les voiliers à foil, on va avoir une forte progression aussi, enfin 37, forte progression. 37 à 40, on passe à un épisode de 24 parce qu'il y a la Coupe d'Amérique qui passe là-dedans. C'est un peu compliqué à estimer, mais bon, voilà, quand la coupe repart, ça fait du boulot pour tout le monde. Et donc ça fait un total sur le business du foil, on peut estimer à 75 millions d'euros, business mondial en 2017, 82 fin de l'année, et 2019 150 millions d'euros. Donc en fait on a une progression, on est vraiment sur le début de la gaussienne. Hein. Donc là les deux petits graphes là, on arrive en fait sur la mise en place de marchés d'innovation, on est en plein dessus. Espérons que ça se casse pas la gueule de l'autre côté, c'est un peu toujours la problématique. Et la courbe du dessous elle est assez intéressante parce que c'est ce qu'on a pu ressentir quand il y a eu le Gunboat G4 qui est arrivé, quoi. Tout le monde a dit c'est fantastique, puis le bateau s'est retourné, on est retombé là, le Strouf of désillusionnement. Puis après ça remonte un peu plus, il faut reconquérir les gens pour leur dire mais non en fait c'est bien, vous allez voir ça va fonctionner. Concurrence prix-marché parce que c'est important, parce qu'en fait on est plusieurs constructeurs, il y a pas mal de constructeurs de gens ou de gens liés en fait, à la construction des bateaux. Alors là c'est très simple ce que j'ai mis. Donc en fait on va avoir des prix, j'aime bien parler en termes de prix. Ah, ça a décalé mon slide, je suis désolé, mais le 1500 € kilo il est tout au fond logiquement. Bon c'est un peu décalé, mais en fait on va partir en fait
De foil low cost à peu près à 65 € le kilo. Ça, c'est des foils qui vont être en aluminium avec des ailes en verre, hein, en jadis usinés en général. C'est ce qu'on va retrouver justement fabriqué en Chine. Des foils de loisir race, donc qui vont être pour la pratique du windsurf ou du kitesurf, un kitefoil ou windfoil, à peu près autour des 300 € le kilogramme travaillé. Et pour des foils type classe AC, on va être à peu près à 1500 € le kilo. Les avionneurs, que ce soit les Français ou les Américains, sont à peu près entre 500 aussi et 1500 € le kilo. Alors attention, il faut comparer ce qui est comparable, c'est qu'un foil à 65 € le kilo, comparé à un foil à 1500 € le kilo, c'est-à-dire qu'à 1500 € le kilo, on en fait un dans un moule et en fait les 3/4 du prix, ça va être probablement en fait l'amortissement de l'outillage, alors que le foil de grande production, que ce soit en surf ou en windsurf, l'outillage au bout d'un certain moment donné il devient ridicule. Nous, on arrive à tourner avec des techniques assez pointues. Aujourd'hui, on tombe à peu près à des coûts de fabrication autour de 170 € le kilo minimum sur des grandes séries de production sur du full carbone. Donc, à partir de 180 € le kilo, au-dessus de 180 € le kilo, on peut fabriquer des pièces en Europe. En dessous, ça s'adresse à l'Asie. Il me semble que des gens comme Maconati sont à peu près à 170 € le kilo sur des technos full carbone et creuses. Voilà. C'est assez compliqué à concurrencer quand même ici. Potentiel économique du foil. Alors, c'est dur à faire le direct et l'indirect. Donc le direct, c'est que c'est intéressant parce que ça donne du carnet de commandes pour les fabricants spécialisés, où ça permet à des jeunes entreprises comme nous de se développer, ou à d'autres. Il y a comme pas mal de monde qui est arrivé sur le marché. Ça a été un peu écrémé, le marché. Il y en a des gens qui arrivent, il y en a des gens qui dégagent assez rapidement. Espérons qu'on tienne le plus longtemps possible. Indirect, forcément, déjà c'est de la vente de matières premières. On a même pu retrouver directement avec ce marché-là, en fait, même des pénuries de vente de matières premières. Du boulot pour les BE, des nouvelles compétences pour les BE, parce que on est obligé de travailler sur des nouvelles choses par rapport aux anciens sujets. Vendre de nouveaux produits, l'avantage, c'est que la plus grosse concurrence, ça va être le marché de l'occasion. Donc par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que quand il n'y a pas beaucoup d'occasions, on est dessus. Et renouvellement d'enseignement, une attirance de nouvelle génération. Et ce qui est intéressant, alors c'est pas vrai pour tous les supports, mais en tout cas pour le support que nous on maîtrise bien, qui est le loisir, c'est des nouvelles zones de navigation au niveau pratiquant. Ça, c'est le lac je sais plus, c'est le Monténard là-haut. Enfin bref, c'est des lacs où avant on n'imaginait pas pouvoir faire de la voile. Donc voilà, mais la question qu'il faut peut-être se poser, est-ce que le vrai potentiel du foil n'est pas dans le motonautisme, mais bon, aujourd'hui, cette conférence-là, on est là pour parler de bateaux à voile, mais si on parlait de chiffres, c'est peut-être ça qui va arriver. Aujourd'hui, est-ce que le marché est mûr? Pas forcément, mais dans quelques années, c'est peut-être là-dessus que ça va se dérouler. Je vous remercie. Merci Tanguy.